Nous nous sommes convaincus que l'espace était devenu proche, mais cette illusion d'accessibilité a volé en éclats il y a seulement quelques jours. La mission Artemis 2 a commencé, et elle porte en elle une découverte choc que nous n'avons pas encore pleinement réalisée. Tout ce que nous pensions savoir sur l'espace lointain est désespérément obsolète. Nous n'y retournons pas en triomphateurs, mais en novices qui doivent réapprendre à respirer dans le vide. Artemis 2 n'est pas la suite d'Apollo, ce n'est pas une répétition du passé, c'est une expérience fondamentalement différente, bien plus dangereuse et complexe. Si des ingénieurs du légendaire programme Apollo jetaient un œil au plan et au protocole d'Artemis, ils en prendraient la moitié pour de la pure science-fiction, et l'autre moitié pour de la folie. Ils ne croiraient jamais qu'on puisse viser la Lune de cette manière. Nous nous sommes habitués à l'idée d'un progrès linéaire, plus vite, plus haut, plus fort. Mais dans l'espace, le progrès n'est pas une ligne droite. C'est une spirale où chaque boucle se gagne de hautes luttes. Il y a un demi-siècle, nous volions portés par la foi dans le miracle et des transistors de la taille d'un point. Aujourd'hui, nous volons grâce à des algorithmes et des composites. Pourtant, l'abîme qui nous sépare de la Lune n'a pas rétréci d'un seul mètre. C'est toujours le même. 1/4 de million de milles de vide glacial et mortel. Et pour le franchir à nouveau, nous avons dû briser nos anciennes certitudes jusqu'aux fondations. Oubliez les héros en scaphandre qui surmontent tout avec aisance. La véritable histoire de ce retour, c'est celle d'un être biologique fragile, tentant de survivre dans un environnement qui déteste la vie. Artemis 2 est notre première tentative de comprendre si nous sommes prêts à payer le nouveau prix de la survie. Ce n'est pas une fête, c'est un instant de vérité, où la technologie et la psychologie se retrouvent seules face à l'infini. Pour en saisir l'ampleur, il faut revenir sur Terre. Imaginez un placard exigu rempli de vieilles affaires. C'est dans un tel volume que 3 astronautes d'Apollo ont vécu et travaillé pendant 14 jours. Ce n'était pas juste de l'inconfort, c'était une épreuve à la limite du supportable. Orion offre à ses 4 membres d'équipage 330 pieds cubes, environ l'espace de 2 monospaces sans siège. C'est toujours étroit, mais à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre, chaque centimètre carré est une question de santé mentale. Le voyage commence par la force brute. La fusée SLS, Space Launch System, n'est pas qu'une machine. C'est une explosion contrôlée d'une puissance inédite. Là où la Saturne V générait 7,5 millions de livres de poussée, la SLS en déploie 8,8. C'est plus que jamais auparavant. Chaque seconde, les moteurs luttent contre la gravité. Pour les ingénieurs, ce ne sont pas que des calculs. C'est une tension constante. La peur de l'erreur. Ce sont des nuits blanches passées à recalculer la résistance du bouclier thermique. D'ailleurs, parlons-en du bouclier. Quand Orion reviendra, il percutera l'atmosphère à près de 25 000 miles par heure. Plus vite que n'importe quel engin piloté. Ici, la physique devient extrême. La friction transforme l'air en un plasma brûlant à 5000 degrés Fahrenheit, presque la température à la surface du Soleil. Le vaisseau devient une comète. Les communications coupent. Les ondes radio ne franchissent pas ce cocon ionisé. Pendant quelques minutes, l'équipage reste en isolation totale à l'intérieur d'une capsule qui, dehors, est littéralement en train de brûler. Après les tests du premier Orion, des anomalies ont été détectées. La protection thermique charbonnait et s'écaillait d'une manière que les modèles n'avaient pas prévue. Cela a provoqué des doutes profonds au sein de la NASA. La question était brutale.
Peut-on se fier aux calculs quand des vies sont en jeu? La décision fut prise. On vole. Le risque reste le seul moyen d'avancer. À l'intérieur, les conditions ont aussi changé. Dans Apollo, il n'y avait pas de toilettes. Les astronautes utilisaient des sacs en cabine qu'ils gardaient jusqu'à la fin de la mission. Artemis II dispose d'un compartiment hygiénique séparé et d'un système de traitement des déchets qui sépare les liquides des solides. Ce n'est pas un détail, c'est le retour du confort élémentaire. La condition physique est un autre facteur clé. En apesanteur, les muscles et les os s'étiolent. Dans Apollo, pas d'entraînement faute de place. Orion embarque un appareil de sport offrant jusqu'à 400 livres de résistance. Les astronautes pourront faire de la musculation en plein vol pour rester en forme. La source d'énergie a radicalement changé elle aussi. Apollo utilisait des piles à combustible, réserve limitée, temps de mission compté. Orion fonctionne grâce à des panneaux solaires. Tant qu'il y a de la lumière, il y a de l'énergie. Cela change la perception du vol. Ce n'est plus une course contre la montre, mais un séjour contrôlé. Et enfin, l'informatique. Les ordinateurs de bord sont des dizaines de milliers de fois plus puissants que ceux d'Apollo. Là-bas, quelques dizaines de kilooctets de mémoire. Ici, des systèmes qui font paraître ces anciennes technologies primitives. Orion déploie ses 4 ailes solaires, des panneaux qui convertissent la lumière en énergie. Tant que le soleil brille, l'alimentation est illimitée. Cela change la psychologie même de la mission. Ce n'est plus une course à l'épuisement des ressources, mais une présence maîtrisée. Les ordinateurs du vaisseau sont des dizaines de milliers de fois plus puissants que ceux d'Apollo. À l'époque, 72 kilooctets de mémoire. Aujourd'hui, une puissance de calcul qui rend les anciens systèmes dérisoires. Le vaisseau est capable d'agir de manière autonome, prenant des décisions en quelques millisecondes. Les communications aussi ont muté. Au lieu du bruit radio, on utilise la communication laser. Des faisceaux infrarouges transmettent des données à une vitesse telle qu'on peut envoyer de la vidéo haute définition depuis l'espace profond. Dès le 4e jour, le volume de données transmises dépasse les 100 gigaoctets, plus que toutes les missions Apollo réunies. Mais derrière la technique, il y a autre chose. Les scientifiques y voient un processus d'adaptation à un milieu où nos repères spatiaux s'effacent, où chaque photon raconte l'histoire de l'univers. Nous mesurons le décalage vers le rouge, observons les effets gravitationnels, ressentons l'influence de la structure invisible du cosmos. Ce n'est plus de la théorie, c'est de la pratique. Nous envoyons des humains là où la physique devient palpable, là où chaque gramme, chaque watt et chaque seconde de retard comptent. 4 personnes se trouvent là où personne n'est allé depuis plus d'un demi-siècle. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen. Ils regardent par des hublots devenus plus larges et plus clairs, transformant l'observation en un contact direct avec le cosmos. Ils ont déjà dépassé l'ancienne limite. Apollo 13 avait atteint environ 248 000 milles, le résultat d'un accident et d'une lutte pour la survie. Artemis II va plus loin, environ 252 700 milles. Ces milliers de milles supplémentaires ne sont pas un hasard, mais un pas conscient. La trajectoire de retour libre, qui n'était autrefois qu'une solution de secours, est désormais le socle de la mission. Les astronautes d'Artemis II sont les premiers à observer la transition entre la face visible et la face cachée de la Lune. Devant eux, des ombres s'étirent sur des montagnes qu'aucun regard humain n'a touchées depuis des millions d'années. À cet instant, la science cesse d'être une simple collecte de données.
Elle devient un acte de présence. Voir cela, c'est confirmer la réalité par sa propre expérience. Mais l'espace n'est pas qu'un spectacle, c'est un test pour la nature humaine. Nous sommes façonnés par la gravité et protégés par le champ magnétique terrestre. Artemis II quitte cette protection. Les ceintures de Van Allen sont des zones de radiation intense où des particules chargées sont piégées. Le vaisseau les traverse à l'aller, il les franchira à nouveau au retour. À l'intérieur, des dosimètres enregistrent chaque impact. Les astronautes d'Apollo décrivaient des éclairs de lumière devant leurs yeux pendant leur sommeil, le résultat de particules de haute énergie percutant leur rétine. Aujourd'hui, ce n'est plus une simple anecdote. On étudie l'impact des radiations sur le sommeil, le rythme cardiaque et l'ADN. C'est la quête des limites de l'endurance. La vie à bord d'Orion est loin du romantisme. C'est une existence constante dans un espace confiné où chaque aspect du confort et du contrôle est vital. Cette mission n'est pas une question de symbole, c'est un test. Sommes-nous capables de faire de l'espace un lieu de vie, et non plus un simple lieu de passage? Artemis II devient le miroir de nos intentions. Ne pas seulement explorer, mais continuer d'avancer, malgré le risque. L'étape finale est la plus périlleuse. Lors de la rentrée atmosphérique, Orion file à 25 000 miles par heure, des dizaines de fois plus vite qu'une balle de fusil. À cette vitesse, l'air cesse d'être un gaz pour devenir une barrière dense. Le vaisseau ne vole pas, il tombe, et sa trajectoire doit être calculée avec une précision chirurgicale. L'énergie cinétique se transforme en chaleur. La température atteint 5000 degrés Fahrenheit. Autour d'Orion, le plasma surgit, une couche incandescente de gaz ionisé qui bloque toute communication. Le contact avec la Terre est rompu. C'est le grand silence. Pendant quelques minutes, 4 astronautes se retrouvent seuls face à une physique extrême que nous ne maîtrisons pas totalement. Derrière cette enveloppe de feu subsistent des doutes. Après Artemis I, les ingénieurs ont découvert un problème. Le bouclier thermique brûlait de façon inégale. Le matériau s'effritait là où il aurait dû s'ablater en douceur. Cela a déclenché un débat féroce à la NASA. Était-il sûr pour un vol habité? Fallait-il tout refaire et perdre des années? Finalement, la décision est tombée. On y va. La direction a confirmé que le bouclier restait tel quel. C'est un risque conscient, accepté par l'équipage. Dans l'espace, il n'y a pas de garantie, seulement des calculs et une confiance absolue dans l'ingénierie. Ce choix a toujours fait partie du métier d'astronaute. Quand les parachutes se déploieront au-dessus du Pacifique et que la capsule se stabilisera sur l'eau, la tension retombera enfin. Le jour du retour, l'équipage montera à bord du navire de récupération, emportant avec lui des souvenirs indélébiles. Ils ne reviendront pas comme des vainqueurs, mais comme des éclaireurs ayant balisé la route. Contrairement à Apollo, dont le but était de prouver une supériorité, ici l'objectif est de prouver une possibilité. Artemis II est une étape vers une présence permanente. Tout ce qui a été testé durant ce vol devient une brique de la future infrastructure. C'est une pierre apportée à l'édifice de la station orbitale Lunar Gateway, le hub des prochaines missions. La Lune cesse d'être une destination finale pour devenir un point de passage, une base pour aller plus loin. Pensez à ce qui nous survivra dans des millions d'années, quand les océans se seront évaporés et que nos villes seront poussière. Sur la Lune, les modules d'atterrissage seront toujours là. Sans vent ni pluie, rien n'effacera nos traces. Ces empreintes sur une surface morte pourraient devenir l'héritage le plus durable de l'humanité. Un message gravé dans l'éternité. Mais le résultat principal d'Artemis ne réside pas dans les données et les images.
il réside en nous. L'espace est un miroir. Nous partons si loin, non pas pour les ressources, mais pour comprendre qui nous sommes hors de notre zone de confort. Sans gravité, sans air et sans lien physique avec la Terre, l'humain se retrouve face à lui-même. Et si dans ces conditions, nous continuons d'avancer, c'est que le sens de notre existence dépasse la simple survie. Artémis II ne clôt pas le chemin, elle le rouvre. La porte, restée fermée pendant des décennies, est à nouveau béante. Devant nous, l'obscurité de l'espace, les étoiles et le prochain objectif. Nous ne revenons pas pour un moment. Nous revenons avec l'intention de rester. Si vous aviez la chance de partir vers la Lune, en connaissant tous les risques, accepteriez-vous? La splendeur de cette vue vaut-elle ce prix? Partagez vos pensées en commentaire. Votre avis fait aussi partie de notre histoire commune. Laissez un like si cette expédition vous inspire autant que nous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer l'instant où le pied de l'homme foulera à nouveau la poussière lunaire.